le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, Sergi. RGB, votre radio locale sur 99.2. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. C'est parti pour le 4e numéro du 100% football amateur, l'émission que le monde entier nous envie. Heureux de vous retrouver en ce jour de Ballon d'Or. Ça se passe ici sur RGB 99.2 FM à Cergy et nulle part ailleurs. 3 titres ce soir, dans l'ombre du deal, l'apprenti agent en action, le football français au ralenti en Ligue des Champions et Lilian Compan du terrain au banc, la passion comme fil conducteur. Pour m'accompagner, je vous présente ma team des 2 étoiles. Jean-Gabriel Houillon, comment vas-tu Jean-Gabriel ? Très bien Farid, merci pour l'invitation et pour cette émission de rentrée pour moi. C'est vrai. À tes côtés, sur ta gauche, Abou Chatri, comment vas-tu Abou ? Ça va toujours Farid, hein. Tu sais très bien, dès qu'on parle de foot, ça va toujours. Toujours. Merci messieurs d'être à mes côtés. Chers auditeurs, auditrices, voici le programme, mesdames, messieurs. Donc hop, c'est mieux comme ça. Dans l'ombre des grandes négociations, l'apprenti agent découvre les coulisses du métier, contacts, contrats et stratégies pour accompagner les premiers talents vers le haut niveau. Bienvenue à ce micro, Malcolm Parezo. Bonjour, merci de m'avoir invité. Un plaisir d'être avec vous et de pouvoir échanger sur les nombreux sujets qui vont arriver. Première radio ? C'est la première fois. Bah, tu vois, ici on est bien, tout va bien se passer et le temps va passer très très vite. Excellent. Monaco et Marseille, défaits dans cette Ligue des Champions nouvelle version. Il ne faut pas laisser le train comme on dit. Alors l'important c'est de participer pour les clubs français. On en parle dans le débat de la team en deuxième partie d'émission. Enfin, ancien attaquant passé par Saint-Etienne, l'AG Auxerre et Montpellier, Lilian Compan a ensuite choisi de devenir entraîneur. Aujourd'hui, à la tête d'hier, il poursuit sa carrière dans le football. Entre formation et passion du jeu, l'ex-joueur de l'AG Auxerre est notre invité. L'interview ce soir. Le 100% football amateur sur RGB 99 sur RGB 99.2 FM. C'est maintenant, soyez les bienvenus. le 100% football amateur, l'interview. Direction le département du Var, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Lilian Compan. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Lilian, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour rappel, Lilian, la semaine dernière, nous avons reçu Monsieur Giroud. Qu'as-tu appris à ses côtés de l'époque de l'AG Auxerre ? Disons que pour moi, l'AG Auxerre, ça a été une période un petit peu difficile. Malgré que ce soit un club très très important. C'est pas à ce moment-là de ma carrière où j'ai pu montrer pleinement mon potentiel, voilà, tout simplement. Mais après, c'est vrai qu'à ses côtés, c'est un monsieur du football, on voit beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Après, voilà, ses choix, on va dire, ont été pas forcément dans mon sens au début, mais voilà, la vie avance et après, je sais qu'on a eu pas mal de discussions par rapport à ça et
Il a regretté, mais bon, c'est des choses de la vie, on va dire. Oui, en effet. Et Monsieur Giroud, on peut le dire, c'est l'ancienne école. Est-ce que ce type de management est encore possible aujourd'hui, d'après toi? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Même à la fin, quand il avait pris pas mal de recul, à l'époque, c'était le marquage individuel. On avait commencé avec enfin, moi, j'avais connu le marquage individuel à Auxerre. Et il avait changé quand même son fusil l'épaule de fusil, pardon. Et c'est vrai que c'était devenu sur un système en 4-4-2, je crois. Et à la fin, le management était très compliqué pour lui. Mais bon, avec tout ce qu'il a fait, tout le palmarès qu'il a, on peut être que envieux. Donc, faut dire bravo à ce monsieur et félicitations. Dernier mot peut-être sur Monsieur Giroud. Lilian, comment était-il les jours des matchs? Était-il stressé ou pas du tout? Après, stressé, moi je le voyais stressé parce que il était toujours à 100%. Donc, on pense qu'il est stressé, mais peut-être que c'était, je sais pas, moi, une façade ou quelque chose, c'était son fonctionnement. Mais je pensais moi je pense il était stressé. D'accord. Parlons donc de toi, Lilian. Quand as-tu commencé à envisager sérieusement cette carrière d'entraîneur? Pendant ta carrière ou seulement après l'avoir arrêté? Non, en fait, ça s'est fait au fil du temps, petit à petit. J'ai commencé très jeune les diplômes. Je me suis pas forcément trop posé la question pourquoi j'allais les passer et si un jour j'allais entraîner. Voilà, après le temps passant, le caractère que j'ai, la façon de voir le foot, on devient peut-être un leader de vestiaire, un leader technique, un leader de terrain, voilà. Et puis petit à petit, j'ai brûlé des étapes et quelque part à la fin, j'ai tout de suite mis les mains dans le cambouis quelque part aussi, en me projetant directement entraîneur. Et ça a été une découverte fabuleuse et derrière, j'ai enchaîné en fait. C'est vrai. Avant de donner la parole aux consultants, à Jean-Gabriel et à Abou, est-ce que pour toi c'était une évidence de rester dans le football après ta retraite, ou tu as envisagé même d'autres voies? Beaucoup de joueurs se disent à la fin, on va faire un petit break, on va prendre un peu de recul, on va réfléchir. En toute honnêteté, moi, j'ai pas eu fait de petit break, j'ai pas pris de recul, je me suis mis tout de suite dans le bain, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'enchaîner, de sortir. Quand on est joueur, on n'est pas entraîneur, on voit les choses différemment, même si on a soi-disant une grosse expérience. Tout à fait. Mais on voit les choses différemment. Le management, c'est important, il faut gérer un groupe, il faut gérer des hommes. Et ça, quand on est joueur, c'est un petit peu plus centré sur notre personnalité, notre jeu, nous-mêmes. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que si on s'arrête, c'est pas forcément une bonne chose. D'accord. Je laisse la parole à Jean-Gabriel. Oui, bonsoir Lilian. Je voulais revenir un petit peu sur ta carrière de joueur, notamment à tes débuts à l'AS Cannes. À 17 ans, j'ai cru comprendre que tu aurais pu signer à la Juventus. Comment ça s'était passé, ces contacts? Et est-ce que, avec le temps, tu as une forme de regret par rapport à ça? Le regret, non. Après, pourquoi ça s'est passé comme ça? En fait, à Cannes, à l'époque, il n'y avait pas forcément l'arrêt Bosman. Et on pouvait partir un petit peu dans l'Europe où on voulait. Il n'y a pas d'indemnité de départ, ni de formation. Et c'est vrai qu'à Cannes, on avait quand même un centre de formation qui était tout simplement fabuleux. Performant. À ce moment-là, très très performant. Et puis ça devait être à ce moment-là l'un des meilleurs de France. Et les clubs italiens venaient beaucoup chercher de joueurs à Cannes, notamment Patrick Vieira, Samir Beloufa, le Milan AC, la Juventus, j'en oublie, Bonnefoy je crois, le gardien,
Et c'est vrai que c'était monnaie courante et ils venaient souvent nous voir. Et j'avais visité les installations de la Juve. Mais je suis arrivé sur une année où l'Ares Bosman sort et ça demande des indemnités de transfert. Donc finalement, je suis pas parti à la Juventus. Je sais pas si j'y serais allé, mais en tout cas, voilà, c'est pas de regret. Je pense que je sais pas comment ça serait passé là-bas. Est-ce que j'aurais réussi, pas réussi, je sais pas. Donc je n'ai pas de regret par rapport à ça. Je laisse la parole de nouveau à Abou. Oui, bonsoir Lilian. Moi aussi Bonsoir. attaquant, donc je suis toujours... On va se comprendre alors. Ouais, on va se comprendre. Mais en plus, moi-même, quand je débutais et que je regardais un peu les matchs, ça faisait partie des attaquants, tu sais, comment dirais-je, qui pouvaient dépanner à tous les postes, en fait, à qui on demandait tout. Ce genre de joueurs, D'accord. tu sais, des joueurs un petit peu Oui. très collectifs, à défaut d'être parfois... Voire peut-être trop. Ouais, parfois trop collectif et pas assez égoïste. Mais malgré tout, il a quand même des trophées. Il a quand même gagné, alors peut-être pas la Ligue 1, mais il a été champion de France aussi avec la Ligue 2. Non, moi, c'est plus un aspect plutôt technique. Est-ce qu'on se dit qu'un jour, on peut basculer de l'autre côté? Et même quand on bascule, est-ce qu'on n'a pas forcément envie de participer aussi dans le jeu, comme tu es attaquant, aux exercices et aux entraînements qu'on dirige? Alors c'est très difficile d'expliquer les sensations aux attaquants quand on fait des spécifiques offensifs. Alors bon, maintenant j'ai 48 ans, donc on va dire que ma finition elle est plus du tout la même que quand j'étais en activité. Ça reste Mais toujours. c'est très difficile d'expliquer un petit peu de sentir les choses, voilà, tout simplement. L'orientation qui est basée vers le but, essayer de constamment d'être en mouvement, enfin plein de petits détails. Et alors j'en parle, mais il y en a qui assimilent ça très très bien, il y en a d'autres, ils ont du mal parce qu'en fait, moi ce que je vois, c'est pas forcément facile pour certains. Voilà, tout simplement. Et j'essaye, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais du coup, toi, justement, en tant qu'attaquant, parce que généralement, les attaquants arrivent à percevoir ça aussi chez d'autres joueurs. Est-ce que tu arrives dans ton effectif à percevoir l'instinct parfois de tueur ou le joueur qui est fait pour ça, pour marquer des buts, mais qui ne le sait peut-être pas lui encore, alors que toi, tu l'as peut-être décelé? Moi, je l'ai décelé, mais c'est maintenant de lui faire comprendre. Et quand on est buteur, ou finisseur, ou un attaquant qui marque des buts, il y a la technique, il y a beaucoup d'anticipation, mais aussi la volonté et le caractère d'agressivité, Oui. dans le bon sens du terme. Et ça, aujourd'hui, il y en a certains, techniquement, c'est sûrement peut-être très technique. La vision, ils l'ont. Mais par contre, ça manque cruellement de détermination dans le dernier geste. Et d'instinct peut-être aussi. Alors, est-ce que c'est la détermination? Est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que ça manque de spontanéité, pardon? Je sais pas, mais c'est vrai que il y a toujours un détail, en fait, manquant. En tout cas, moi, en N2, c'est ce que je remarque. En N2, il y a des très bons attaquants, attention, hein. Ah oui. Mais ils ont un truc en moins. Et peut-être dans leur carrière, quand on voit l'attaquant de l'année dernière, Domingue de Cannes, qui sort de nulle part à 29-30 ans, qui fait une année exceptionnelle, tout d'un coup on se dit oh putain il a plein de qualités. Mais je pense que il manquait pas grand chose. Il a su l'avoir à 28, 29, 30 ans peut-être. Comme quoi, il faut toujours y croire. Avant de laisser la parole aussi à Malcolm qui tient à te poser une question, Lilian, entraîné hier, ta ville natale, relève-t-il plus de la passion personnelle ou d'un choix de carrière rationnel? En fait, ça s'est fait naturellement, on va dire. J'étais à Saint-Étienne au centre de formation. Ça se passait pas forcément comme je le souhaitais. Ils sont venus, ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser. Forcément, quand on est né ailleurs et que on a de sa famille, qu'on a envie d'aider son club d'enfance, ça a été naturel. Et maintenant, les années passant, ça fait 8 ans, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu des propositions pour partir.
bon, finalement, je n'ai jamais franchi le cap. Je ne sais pas si je le franchirai un jour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y a tout qui va pour pouvoir me faire partir de mon club, de ma ville. Et voilà, j'essaie d'amener le maximum possible à ma ville et à mon club. Mais je sais pas comment se passeront les années futures, mais en tout cas, je ferme pas cette porte parce que si je fais ça, j'ai plus d'objectifs bien précis à part de faire le mieux possible avec mon club. Donc c'est une volonté et je me donne à 100%, mais par contre, faut que quand même j'ai des objectifs personnels à arriver quand même. Bien sûr. Je laisse la parole à Malcolm. Bonsoir Lilian. Bonsoir. De ce que j'ai compris, tu étais attaquant numéro 9 et maintenant coach. Donc je voudrais avoir ton avis sur la disparition, entre guillemets, la mutation du poste de numéro 9 maintenant dans le football actuel. Il a complètement changé. Déjà, à mon époque, l'attaquant buteur, il y en avait notamment français. C'était très rare. Il n'y en avait pas beaucoup. Et petit à petit, le football moderne a évolué, des joueurs très très rapides, avec d'autres qualités. Mais après, bon, aujourd'hui, les meilleurs attaquants ont tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a complètement changé. Il faut absolument être rapide, il faut être puissant, il faut être endurant. Si aujourd'hui, physiquement, il n'y a plus tout ça, mais je pense qu'on a oublié dans les années passantes. Je pense qu'il y a pas mal de profils qui sont passés à côté parce qu'ils n'avaient pas ces qualités, tout simplement. Je relaisse la parole à Abou, une question. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord sur ces sujets, effectivement. Moi, je me rappelle d'une époque. Alors, je suis peut-être plus proche de ton âge, Lilian, que de celui de Malcolm. Moi, j'ai bientôt 43. D'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait une ribambelle c'est même pas, je les appelais même pas des attaquants. Moi, je les appelais des assassins, les tueurs, les buteurs. Tu avais Trezeguet, tu avais Batistuta, tu avais Ronaldo. Tu en avais dans tous les clubs. En tout cas, dans tous les championnats, tu en avais au moins 3-4. Aujourd'hui, trouver un buteur. Ouais, voilà, c'est comme tu dis, Lilian, c'est surtout des joueurs qui sont plus complets, qui sont plus des athlètes. Voilà, moi je prends l'exemple d'un Batistuta, je suis pas sûr qu'il avait le coffre physique d'un Haaland ou d'un Mbappé, etc. Mais il était redoutable devant le but et il savait être puissant à sa manière et suffisamment déterminé. On en parlait tout à l'heure et il avait un instinct qui était incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi-même. Je suis toujours attaquant, mais dans ma tête, moi, mon objectif, c'est de marquer des buts. Donc, je ne peux pas être attaquant. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut un buteur, il faut des tueurs dans certaines zones. Et effectivement, oui, aujourd'hui, moi, je regrette un peu aussi cette disparition parce que c'est le football qui a changé, c'est le profil des joueurs qui a évolué. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me régale moins parce que, moi, je suis fan de ce genre de joueurs au sang-froid et voilà, aujourd'hui... on peut poser la question à Lilian. Est-ce que toi aussi, devant un match de foot, Lilian, tu prends moins de plaisir qu'avant au niveau des attaquants, j'entends? C'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai joué avec David Trezeguet, on s'amusait à faire des spécifiques attaquants. J'étais plutôt pas mal devant le but, mais bon, pour battre David, c'était impossible. Il était monstrueux. Et il y en avait beaucoup comme ça à l'époque, des grands, des Viry, des Batistuta, il y en avait plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit chercher vraiment ces buteurs de surface, presque plus, il n'y a plus qu'à Haaland, mais il a tout lui. Il va vite, il est puissant, il est grand, il est costaud, il est endurant, il a tout. Donc aujourd'hui, il y en a très peu. Peut-être qu'il y en a 2-3 qui sont sur le marché, mais il y en a très peu et je pense que sincèrement on est passé à côté sûrement de très très bons buteurs. Bon, rien n'empêche qu'aujourd'hui il y a des très bons joueurs attaquants qui vont vite, qui mettent de la percussion, qui sont très mobiles. Voilà, c'est souvent le même profil et je trouve que ça manque des fois ça manque de spontanéité, les bicyclettes, les vols, oui. Voilà, un peu de folie, voilà, folie. C'est ça. Exactement. Je redonne la parole à Jean-Gabriel. Pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit là sur la folie des attaquants, j'ai cru comprendre que
tu avais passé ta meilleure saison de joueur au Stade Malherbe Caen. Et justement, une époque où il y avait où le Stade Malherbe marquait beaucoup de buts, et notamment avec Franck Dumas. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là sur cette période-là et expliquer pourquoi c'est vraiment la saison qui t'a vraiment marqué? Parce que en fait, c'était un football hurrah. On avait de très bons joueurs, mais qui étaient basés sur l'attaque. Et Franck, malgré que ça soit un défenseur, il avait quand même une vision du jeu qui était on doit marquer plein de buts. On peut en prendre 3, mais on en marquera 4. Donc je crois qu'on est passé, ou peut-être de mémoire, on était à un but de l'histoire de la meilleure attaque de Ligue 2 ou égalité, je sais plus trop exactement. Mais on a marqué je sais plus combien de buts en Ligue 2 cette année-là. Tout le monde s'est éclaté, offensivement on s'est éclaté, et puis on voulait marquer plein de buts. Par contre, des fois quand on n'arrivait pas et que c'était un peu plus compliqué, c'est vrai qu'on pouvait se prendre une valise. Mais bon, ça arrivait très peu de fois quand même. C'est les risques, Je pense qu'il était d'accord, et c'est vrai que je me rappelle, on a mis 5-0 à Bordeaux, même Paris Saint-Germain, je crois, on a mis 3-0. C'était la belle époque. Par contre, on en a pris 6-1, je crois, de mémoire à Marseille, et 5-0 à Lille. Donc voilà. Au moins, il y avait des buts, je pense que les spectateurs, ils devaient s'éclater. Oh, mais c'est du football total. Moins dans le calcul, et puis moins dans la recherche du si on prend un point. Non, si on peut prendre 3 points, on va aller chercher les 3 points. Peut-être aussi. C'est pour ça Franck le voyait dans ce sens-là. Maintenant, nous, on adhérait à ce discours, en tout cas. Dernière question, et après je laisserai comme mot de la fin à Malcolm. Lilian, ton parcours a été marqué, dis-moi si je me trompe, par des blessures. Est-ce que cette expérience a renforcé ta conviction d'accompagner les jeunes joueurs dans leur développement? C'est vrai que ma blessure, quand je me casse le tibia pendant le derby contre Lyon avec Saint-Etienne, en plus je le marque. En marquant, oui, marquant. C'est ça, en marquant. Et pour moi, c'est mon dernier match avec les Verts. Donc ça, c'est assez frustrant sur un but et sur une blessure. Donc ça fait beaucoup. Maintenant, c'est vrai que cette période, en tout cas, elle a été très difficile pour moi. Et aujourd'hui, quand je vois, de toute façon, tous les joueurs vivent à un moment donné une blessure où ça se passe pas forcément comme ils le souhaitent. C'est très difficile de revenir. Déjà, c'est la première chose. Et si on n'est pas bien accompagné par des personnes très proches, voilà. Et souvent, c'est peut-être l'agent, ça peut être peut-être la famille, sa femme. Voilà. C'est vraiment que je pense que l'entourage est capital. Et c'est vrai que certains, des fois, ils se retrouvent à pas aider parce que c'est comme des machines, vite, faut que tu reviennes, vite. Exactement. Vite, et souvent, il y a des aventures. Ah ouais, tout à fait, ça tombe bien. Malcolm, qui est ici en plateau, est un apprenti agent, donc il a une dernière question pour toi. Voilà. Donc, ma question, elle est autour du temps. C'est-à-dire que maintenant que tu as pu passer par centre de formation et maintenant être coach et être joueur, est-ce que tu trouves que peut-être avant, il y avait peut-être plus de temps pour les joueurs et peut-être un peu moins ou pas? Ou est-ce que tu trouves que maintenant, on laisse quand même le temps aux joueurs, aux coachs, aux dirigeants de montrer, d'apporter leurs pattes et qu'on leur laisse le temps d'évoluer en fait? C'est une très très bonne question. Que ça soit pour les joueurs, je dirais plus de temps qu'un entraîneur. On peut s'en apercevoir, dès que ça va pas, c'est l'entraîneur, c'est le fusible. C'est lui qui saute. Et des fois, souvent, c'est trop tôt. Il faut laisser du temps qu'à l'époque, on laissait. En gros, la personne qui a recruté l'entraîneur, s'il s'est trompé, il s'est trompé, mais tout le monde s'était trompé et ils allaient un peu le bout de leur idée. Ils assumaient. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Beaucoup de gens n'assument plus et vite, faut le changer. Donc, mais par rapport aux joueurs, je dirais plus, c'est les joueurs qui n'ont plus cette attache envers les clubs. À l'époque, on avait beaucoup d'attaches vis-à-vis des clubs. Et aujourd'hui, avec les années passantes, il y a beaucoup de changements quand même, je trouve.
dès que ça va pas, ou dès qu'il joue pas, ou dès qu'il est très performant, faut partir. Donc c'est vrai que des fois, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est beau les joueurs qui restent de nombreuses années dans des clubs, et puis à un moment donné, mais ils disent au revoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on change trop de clubs facilement par rapport aux joueurs. C'est vrai. On change d'époque. En tout cas, merci Lilian, c'était vraiment très intéressant de discuter, d'échanger quelques minutes avec toi. On te laisse partir également et on te souhaite une bonne saison du côté d'hier en National 2. Ouais. Merci à tous, passez une bonne soirée. Merci Lilian, à très bientôt. Merci, Lilian. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était très intéressant avec Lilian Compan quand même. Il a fait une très belle carrière. On lui souhaite la même chose comme coach. Il a marqué des buts, il a marqué son époque également. Donc c'était très intéressant. Il est, cher auditeur, auditrice, il est 19h bientôt 27. C'est l'heure de la culture foot. Alors, on n'a pas le générique, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Comme j'aime le rappeler, et comme c'est souvent, mais pas de temps en temps, pardon. Et donc, à ma droite, nous avons le plaisir de recevoir en plateau un apprenti agent, Malcolm Parezo. Malcolm, tout va bien ? Super, franchement, début d'interview, nickel. Nickel. Très intéressant. Exactement. Peut-être que tu prendras d'ailleurs contact avec Lilian Compan si tu as besoin. Avant de laisser la parole aux consultants, à Jean-Gabriel et à Abou, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir agent de joueur ? Franchement, c'est l'amour du football. Et j'ai un meilleur ami qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est mon compère de toujours. Et on a passé des heures à jouer à FIFA, des heures à débriefer le foot en bas de chez moi. Et on a toujours je pense qu'on était encore dans les dernières années du football romantique, quoi. Moi, j'ai la Coupe du Monde 2006 avec Zidane, tous ces moments-là. Donc, c'était pas forcément une évidence parce qu'à proprement parler, je connaissais même pas vraiment le métier d'agent. Je savais pas du tout ce que c'était. Mais d'abord en étant coach et puis en travaillant avec des dirigeants, petit à petit, j'ai compris en fait qu'on pouvait être dans le foot sans forcément être joueur, sans forcément être coach, et que dans le relationnel, c'est ma qualité première en fait, je pouvais vraiment trouver ma place dans un métier qui allait vraiment me passionner en fait. Oui, surtout que c'est un métier qui est très important, encore plus aujourd'hui qu'hier. Quelles sont les tâches que tu peux réaliser au quotidien ? D'abord, ça va être beaucoup ciblé. C'est-à-dire qu'il faut être capable de choisir le joueur qu'on saura accompagner. C'est-à-dire que, on va dire, il y a peut-être des profils, des potentiels qui vont aller avec d'autres accompagnants qui vont pouvoir les aider au mieux. Moi, mon rôle, c'est d'abord de savoir vraiment, est-ce que je peux vraiment aider ce joueur-là ? Est-ce que moi, avec la famille, on a des bonnes relations ? Comment ça fonctionne ? Et comment je fais pour emmener le joueur d'un point A à un point B, lui éviter les tracas, savoir anticiper tout ce qui peut lui arriver de bien ou de mal. Donc ça va être vraiment cibler le joueur avec qui on veut travailler, où on veut l'emmener et voir quel parcours on peut construire avec lui. Avant peut-être, j'ai été peut-être un peu rapide en besogne, mais qu'est-ce que tu faisais avant de devenir agent ? Ce que je fais toujours, c'est-à-dire moi d'abord j'ai fait des études en urbanisme, puis génie civil entre guillemets. Et là, c'est cette année que je finis mon master à l'école des Ponts. Et du coup, je travaille en tant que développeur foncier chez un bailleur social. Donc, c'est mes 3 activités, entre guillemets. Ah oui, multi-casquette. Mais ça se voit que tu es jeune, donc tu as beaucoup de force en toi. Vous aussi, quelles compétences te semblent indispensables pour réussir en tant qu'agent ? Franchement, je parle de moi, hein. La compétence, je pense, première que j'ai, c'est de ne pas avoir froid aux yeux. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de jamais... j'ai toujours l'amour du football. On a rencontré des gens que je ne pensais pas un jour croiser dans ma vie. Mais est-ce que j'étais aussi impressionné que ça ? Pas du tout. Franchement, j'avais tout de suite mon plan en tête, mon joueur, ce que je dois faire, et tout droit, quoi. Donc, la qualité, c'est de ne pas avoir froid aux yeux. Belle qualité. Je laisse la parole à Jean-Gabriel.
Oui, Malcolm, nous on s'est rencontrés à Reims, où tu allé superviser un de tes joueurs. Et non dans une cave à Champagne. Non dans une cave à Champagne. Mais est-ce que ça veut dire que quasiment tous les week-ends, tu es un petit peu sur les routes et quel est un petit peu ton quotidien d'agent dans ces cas-là? Voilà, on s'est rencontrés, j'allais voir Valenciennes contre Reims, exactement. Et c'est bien parce que ça montre un peu le travail qui est fait en amont et un peu le travail caché, quoi. C'est-à-dire que c'est des week-ends à n'en plus finir. C'est-à-dire que moi, je sais déjà que samedi 11h, il y a forcément un match. Samedi 15h, il y a forcément un match. Dimanche 11h, il y a forcément... Donc déjà, les stades en France, franchement, à la moitié, je les ai de tête, j'ai le chemin pour y aller. Donc c'est... Mais le truc pour répondre à ta question, c'est ça mes week-ends. Parce que comme la semaine, il y a le travail. Les week-ends, c'est total football. C'est-à-dire que moi, j'ai loupé plein d'anniversaires. Et bon, dommage que mon collègue soit pas là parce que lui, il a laissé le mariage de sa propre sœur pour aller voir un match. Donc, il faut avoir un côté. Vraiment, nous, on est dédiés chaque week-end. Corps et âme. Vraiment, on se donne à fond pour voir les joueurs, essayer d'accompagner. Parce que je pense que le meilleur moyen de conseiller quelqu'un, c'est de voir comment exactement, est-ce qu'il fait, de l'accompagner. comment ça se passe. Exactement, ouais, tout à fait. Abou, une question pour Malcolm? Ouais, une question. Tout à l'heure, tu lui demandais qu'est-ce qui l'avait poussé à devenir agent. Est-ce que autour de lui, on lui a pas dit fais agent? Peut-être parce que tu avais un bon relationnel, tu connaissais aussi, par ta fonction de coach aussi, tu avais l'aspect technique et puis tu connaissais aussi des joueurs. Est-ce qu'on t'a pas dit, est-ce que finalement, c'est pas ton entourage aussi, parce qu'il est dit, qui t'amène à faire ce choix de passer agent? Et la deuxième des choses, c'est comment on fait quand on est apprenti agent pour réussir à se mêler, à se confronter à ce monde qui est redoutable, de celui de trouver les pépites de demain et être en concurrence avec des agents qui sont eux déjà chevronnés et habitués au circuit. Les deux questions, elles sont excellentes. La première, mon entourage, comme je t'ai dit, j'ai un meilleur ami qui, lui, était sûr de ce qu'il voulait faire parce que lui, dès le départ... dans les études, il était déjà beaucoup plus avancé que moi et il a vraiment tout laissé tomber pour faire ça. Mais ça a été un peu l'éclaireur entre nous deux. Lui, il est parti à l'aventure. Moi, c'est mon ami, donc je l'ai suivi. Et finalement, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et après, il y a eu un joueur vraiment qui m'a fait confiance quand on était beaucoup plus jeune et on avait finalement 2-3 ans d'écart. Et je l'ai aidé à faire sa première signature en N3, je me rappelle à l'époque. J'étais extrêmement heureux, j'avais l'impression que... Alors que bon, avec du recul... Tu t'en souviendras toute ta vie. Oui, voilà, exactement. Mais j'avais passé vraiment un été à appeler. Et en fait, quand on vous fait confiance pour la première fois, le soulagement que j'avais, c'était... Je suis arrivé lundi au travail, tout content, personne n'a compris pourquoi. Mais j'étais content de le voir partir, en fait, de me dire, peut-être qu'il va... Mais même là, à cette époque-là, je ne peux pas vous dire que j'avais conscience de ce que c'était de vouloir être agent. Pour moi, j'avais aidé quelqu'un dans son parcours, et super, si ça marche, top. Mais est-ce que je me projetais vraiment plus ou moins? Donc peut-être pas par humilité, mais je me disais, je voyais déjà ceux qui avaient réussi, et je me disais, pour arriver encore là, il y a encore des étapes. En fait, finalement, la carrière en tant qu'agent, c'est un peu comme une carrière de joueur. Il faut prendre comme tu l'as, pour enchaîner sur ta question, par rapport à la concurrence, c'est comme un joueur qui débarque en centre. Il y a des titulaires, il faut faire sa place, il faut, comme j'ai dit, pas avoir froid aux yeux. Ceux qui sont les plus importants aujourd'hui, ils étaient à ma place Bien sûr. Avant. Et moi, mon objectif, c'est pas de dire que je suis meilleur qu'eux, que je peux tout de suite faire la compétition avec eux. Non. C'est faire ta place. Faire ma place petit à petit, et par mon travail, par ce que j'apporte, par la qualité de mes réflexions, des anticipations, des relations que je vais avoir, des interactions, ok, demain, je pourrais être au même niveau qu'eux, et on pourra se regarder dans les yeux. Respecter. Mais, voilà, après, c'est quand même des agents pour les... Je pense qu'on a peut-être les mêmes noms en tête. Ils ont quand même pavé le chemin. Ils ont peut-être commencé dans des conditions plus simples ou plus difficiles, mais ils ont fait ce parcours-là que je n'ai pas encore fait, que j'essaye de faire. Donc, certes, on est en concurrence, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas à avoir froid aux yeux. On reste des concurrents. Si moi, même s'ils ont plus de moyens, etc. Non, moi, je ne me dis pas ça. Je me dis que moi, ce joueur-là, je sais comment je peux l'aider. Et l'avantage que je vais avoir, moi, en tant qu'apprenti agent, c'est que les plus gros agents, ils ont déjà pléthore de joueurs. Ouais. Honnêtement, un gros agent qui vous dit qu'il aura le temps de venir vous voir,
ils vous mentent, clairement. Mais en revanche, ils ont un réseau qui est beaucoup plus grand, ils ont fait beaucoup plus de Bien deals. sûr. Donc c'est un équilibre. Donc moi, je joue sur mes qualités et après, c'est-à-dire que moi, je suis quand même à une plus petite échelle. Donc il y a beaucoup de profils que moi, j'arrive à déceler que les gros n'auront pas le temps de voir ou n'auront pas le temps de développer. Un joueur, par exemple, moi, donner un bon exemple, un joueur qui est en équipe B aujourd'hui ou qui n'est pas forcément titulaire, ben, sur 15-20 minutes où je l'ai vu, sur ce qu'il a pu produire, je dis, ah, ok, Il y a un lui, truc. si tu l'aides en faisant ça, qui travaille un peu plus ça, en l'aidant comme ça, on peut faire des choses bien. Et puis, bon, c'est un peu... Même quand je coachais, moi, j'aimais bien, quand on faisait le recrutement avec mon collègue, on a récupéré beaucoup de joueurs des deuxièmes équipes. Ce sont des joueurs qui, finalement, ont les capacités, mais à qui on n'a pas donné la confiance, en fait, pour leur dire, bah, c'est pas parce que tu es dans la deuxième équipe que tu n'as pas la capacité dans la première. C'est intéressant ce que tu dis, Malcolm. Tu travailles à partir de quel niveau U13... en fait, avant... C'est pas trop tôt d'ailleurs, c'est important, c'est un sujet intéressant. Très bonne question. C'est pas trop tôt de travailler déjà avec des jeunes en U13 ? Ça va dépendre. En fait, il y a certains qui ont une certaine précocité, c'est-à-dire qui maîtrisent certaines choses qu'on revoit chez les grands, très honnêtement, et t'en as d'autres qui, ça va être difficile quand ils vont être jeunes, et petit à petit, comment dire, ils vont prendre du galon, ils vont répéter de moins en moins certaines erreurs, et il y a beaucoup de joueurs que moi j'ai vus assez jeunes, et je revois aujourd'hui, je ne les reconnais pas. Parce qu'il y a le passage déjà de petit à grand terrain, le changement de coach, les besoins tactiques, la morphologie qui évolue. Donc, les joueurs qu'on va cibler jeunes, c'est vrai que ça peut paraître tôt, très tôt, c'est vrai, mais en fait, des fois, il y a des profils sur lesquels il n'y a rien à rajouter. Ou je ne vais pas faire l'impasse d'un joueur que moi je trouve fort. Et surtout que, même chez les jeunes, c'est pas forcément les joueurs qui sont dans l'équipe première qui vont perdurer. Bien sûr. Et c'est là où nous, on a développé, entre guillemets, je veux dire, notre expertise, c'est que beaucoup de fois, chez les jeunes, moi, je vais voir souvent des secondes équipes. Parce que, encore une fois, ils sont gamins. Des fois, sur des séquences, ils vont réussir à pas faire certaines erreurs, mais ce qui leur manque, c'est la confiance de comprendre qu'eux aussi sont capables. Donc, oui, ça peut paraître jeune, mais c'est ce par quoi j'ai commencé en tant que coach. Je n'allais pas coacher des plus vieux que moi. Donc, c'est vraiment là où j'ai mon expertise. Et peut-être avec le temps, on évolue sur d'autres profils plus vieux. Mais... Vous laissez le temps au temps. Avant de laisser de nouveau encore la parole à Jean-Gabriel et à Abou, j'aimerais aussi avoir ton avis sur ses parents. Très exubérants, très omniprésents sur la touche. Quelle est votre relation à vous avec les parents ? Alors, dans un premier temps, j'étais moi aussi très critique. Je me disais, mais comment ils peuvent ? Et puis, ça reste des enfants, et puis ci et ça. Et honnêtement, je pense que c'est un sujet sur lequel on a pu vraiment tout voir, tout comprendre. C'est vrai que les parents abusent, que parfois ça dépasse les limites, mais je ne les défends pas. Hein. Mais moi, je ne suis pas encore d'enfant, mais j'ai pu comprendre en fait que quand on voit ces enfants jouer, on a vraiment ce truc-là de... ça tient à cœur. Maintenant... Ouais, mais chacun doit rester à sa place. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Chacun doit rester à sa place. Moi, j'ai souvenir que, je peux vous dire, j'ai joué au foot peut-être 2-3 années. Mes parents ne sont jamais venus à un seul match. Moi, mon père, c'est il n'y a pas longtemps que j'ai découvert que je n'étais pas mauvais au foot. Donc, en fait, c'est vraiment... En fait, c'est 2 générations complètement différentes. Donc, moi aussi, je le vois avec un regard. Je me dis, à la fois, c'est bien. Parce qu'on a des parents qui s'occupent de leurs enfants, qui les accompagnent, qui font ces efforts-là. Donc, je ne peux pas taper sur les parents en leur disant... Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui abusent, il y a des choses... Ouais, ils prennent leurs enfants pour des produits d'épargne. Ouais, franchement, c'est impardonnable. Il y a pas de... Surtout qu'il y a des actes qui sont posés à partir du moment où on pose ça, je pense qu'on n'est même plus parents. C'est-à-dire que ça reste des enfants, et demain, de tout reposer sur le football, alors qu'il y a une multitude de choses à faire. Exactement. Je trouve ça délirant. Moi, en tout cas, personnellement, je sais que mes enfants ne sont pas obligés de faire du foot, déjà. Ça, c'est un truc qui est sûr certain. Mais c'est à la fois, comment dire... C'est une balance à avoir. C'est vrai que c'est des parents qui sont très impliqués, donc c'est ça que je respecte, mais qui dépassent les bornes. Exactement. Ouais, ça, c'est compliqué. Je laisse de nouveau la parole à Jean-Gabriel. Oui, c'est un peu l'approfondissement de la question de Farid. C'est-à-dire que
lorsque tu as des très jeunes en face de toi, ton interlocuteur, ça va très vite devenir les parents. C'est eux, je pense, qui signent derrière avec toi. C'est quoi un contrat de base, en fait, avec un agent? Tu représentes un jeune pendant combien de temps? Et c'est quoi les grandes phases d'un contrat? Déjà, avec les parents, quand ils sont très jeunes, nous, on part sur absolument rien. C'est-à-dire que la plupart des jeunes avec qui je travaille, on part sur la confiance avec les parents. Et il faut savoir qu'à ces jeunes, c'est pas un football où il y a c'est pas rémunérateur, je pense que c'est pas nécessaire de tout de suite rentrer dans une logique de contrat avec les jeunes. Dans un second temps, les lois sont claires. Un agent, il a 2 ans maximum. Et c'est renouvelable à chaque fin de 2 ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vous faire signer quelque chose de 5 ans, un quinquennat. Non. C'est 2 ans, c'est la loi, c'est comme ça. Donc c'est dans ce cadre-là. Mais assez jeune, franchement, moi je trouve que c'est inutile de s'enfermer dans quelque chose alors que il y a encore un long chemin avant d'arriver, ne serait-ce qu'à l'équipe réserve, quoi. C'est vrai. Je laisse la parole à Abou. Une dernière question avant de rebondir sur le débat de la team. Oui, une question. Après, il a fait le choix effectivement de troquer sa casquette de coach pour celle d'agent. Comment on aborde les discussions quand tu as dans ton entourage des joueurs que tu gères et qu'on débute et qu'on doit se retrouver face à une structure professionnelle? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais aussi des joueurs qui sont dans des structures pro. Oui. Comment on aborde ça? Parce que du coup, là, ça devient tout de suite déjà un peu plus sérieux pour ces joueurs. Et pour toi, il en va aussi de ta crédibilité face à ces... C'est là où c'est important d'étudier, de chercher d'abord à obtenir sa licence. Parce qu'il y a énormément de règles qui sont nécessaires à comprendre, des enjeux à comprendre. La lecture d'un contrat, c'est extrêmement compliqué. Un premier contrat, un premier stagiaire, etc., c'est des choses qui sont beaucoup plus simples. Mais quand on rentre dans des vraies négociations, il y a beaucoup de choses il y a des tenants, des aboutissants qu'il faut réellement maîtriser. Et souvent, on va être accompagné d'un avocat, dont c'est le métier, qui comprend ce que nous, on peut ne pas comprendre ou qui va aider sur des aspects divers. Pour l'instant, on est resté dans des choses assez simples. Ceux qu'on a accompagnés, les parents qui avaient de la jugeote, ils avaient déjà compris certaines choses. On a apporté nos touches de donner des conseils, des orientations. Et la plupart des choses se font assez simplement. Après, dans le dialogue avec les clubs pro, en fait, c'est très simple. Les jeunes, ils sont là depuis très longtemps. C'est-à-dire que le directeur du centre, le directeur sportif, c'est des gens qui sont dans leur quotidien. Donc, ça casse déjà cette barrière-là je discute avec un club, il est là depuis toujours, il a vu les pros peut-être en tant que ramasseur de balles, etc., etc. Donc on casse un peu cette barrière-là, mais on comprend. En fait, honnêtement, si je dois dire vraiment un truc, c'est la pression de se rendre compte que là, c'est l'avenir de... Moi, c'est vraiment ça qui me... du gamin. C'est que c'est l'avenir de quelqu'un. Je me vois bien que là, il faut être juste et précis parce que demain, moi, c'est cette crainte d'avoir un joueur qui me dise « Ah ben regarde, t'aurais pu... » Non, j'essaie de vraiment être droit, carré dans ce qu'on fait pour que demain, le joueur, même si le football, ça ne marche pas, qu'il puisse demain avoir eu et pu goûter à ça sans regret, quoi. Sans regret, en effet. Après, je te laisse de nouveau la parole, Abou. Mais Malcolm, qu'est-ce qui t'a surpris jusqu'à aujourd'hui dans ce métier d'apprenti agent? Moi, ce qui m'a surpris, honnêtement, c'était, on va dire, les émotions que j'ai pu ressentir. Honnêtement, je pensais pas... Et que tu as pu transmettre aussi. Je ne pensais pas avoir la pression pour mes joueurs, en fait. Au début, quand j'ai coaché, j'avais déjà la pression de gagner un match, ou très content, mais vraiment, quand on sait un petit peu ce qui se passe en coulisses, que les joueurs, des fois, ils traversent des moments difficiles et qu'ils partent... franchement, j'ai des joueurs, moi, qui m'ont vraiment impressionné par leur force mentale, et qui m'ont des fois, je parlais un exemple d'un match en Gambard, j'ai un joueur qui a sorti un match, franchement, rien que d'en parler, il m'a impressionné. Encore aujourd'hui? Ah oui, franchement, c'est des frissons que je ne pensais pas ressentir finalement. Pas pouvoir aller aussi haut, ouais, et surtout, on pense pas qu'on va être autant impliqué. C'est-à-dire que, mine de rien, nous on est là quand ça se passe bien, et quand ça se passe mal, oui, bon,
Mais en fait, on est vraiment là tout le temps. On voit comment ils évoluent, on voit comment ça avance pour eux et on espère finalement le meilleur. Et quand ça se passe bien et qu'il y a ce genre de choses et qu'on sait ce que derrière ça va apporter pour eux, c'est là où vraiment ça donc c'est vraiment ça qui m'a choqué. Dernière question, Oui, messieurs, c'était après pour compléter, on termine avec le débat. De la même manière, je te disais comment tu te sentais par rapport aux structures pro. Oui. Est-ce que dans ta construction encore actuelle, tu as aussi des conseils des anciens du métier, des agents confirmés, etc., que tu peux solliciter pour avoir, entre guillemets, des tips ou pour connaître les pièges à éviter dans ce métier-là face à ces surpuissances financières. En que sont gros, les est-ce clubs. que dans son milieu, il y a un esprit collectif ou pas? Alors, en fait, je peux pas répondre oui ou non. Ça On dépend. va dire on part sur un non, mais il faut nuancer. C'est-à-dire que réellement, est-ce que je peux appeler et demander? Conseil. Ça reste assez dur de vraiment tirer une information claire de quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des orientations, des directions? Oui, franchement, moi, j'ai pas peur de le dire, il y a beaucoup entre guillemets, de grands frères qui ont pu m'aiguiller, m'aider sur certains sujets, qui m'ont donné les premiers contacts, comme je pouvais le dire un peu plus tôt. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et même, je vais dire, parfois, ils ont pu me donner des contacts qui étaient peut-être même trop hauts pour là où j'en étais, en fait. Ça veut dire, je peux donner l'exemple de Makan Fofana, qui est l'agent de Olivier Ncham, qui vient du même quartier que moi, et avec qui j'ai pu avoir au Qui joue à téléphone. l'OM. Oui, qui a joué super joueur. Celtic. Et qui m'avait gentiment donné le contact de Newcastle, West Ham, de Rob Newman, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il est resté très longtemps là-bas, et j'étais tout content. Et après réflexion, je me suis dit, qui à lui présenter, ça va être compliqué. Et du coup, j'avais quand même tissé des liens avec lui, et il nous avait invités à West Ham pour visiter, etc. Donc c'était d'un simple contact, j'ai pu faire ça. Donc voilà, c'est pour donner un exemple. Précieux, en effet. On n'est pas toujours aidé, mais parfois une petite aide, ça suffit. Exactement, c'est possible. Merci Malcolm, c'était vraiment très intéressant d'avoir répondu à toutes nos questions. Tu ne bouges pas. D'accord. On termine cette émission par un petit débat. Et la coupe au grand. Le 100% football amateur, le débat. Le débat, la Ligue des Champions version 2025-2026 n'a pas débuté du bon pied pour les clubs français, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille et l'AS Monaco, déjà défaits à 2 reprises. Messieurs, les Monégasques balayés, les Marseillais à peine mieux. Quel est votre avis sur cette première journée, Jean-Gabriel ? Marseille, c'est pas très surprenant. Monaco, c'est peut-être un petit peu plus gênant la défaite monégasque. Mais après, il faut pas oublier qu'avec cette nouvelle Ligue des Champions, nouveau format, on est parti quand même pour des durées plus longues. La première phase, il y a 8 matchs, donc je pense que c'est difficile de tirer une conclusion trop hâtive dès la première journée. Je m'emporte peut-être. Abou. Le PSG qui, lui, a été au rendez-vous, je dirais. On attendait plus, effectivement, du retour de Marseille en Ligue des Champions, qui n'a pas démérité. Ça aurait pu être un autre score. Ils auraient pu créer la surprise au Bernabeu. Ils auraient pu repartir au moins peut-être même avec le point du match nul. Il y a eu des faits de jeu sur lesquels on ne va pas forcément revenir, mais je trouve qu'ils ont eu quand même une prestation cohérente. Honorable. Honorable, surtout au Bernabeu pour commencer. Ils auraient pu mieux faire en première mi-temps. Ils ont des situations un peu mal négociées ou moins, je dirais, moins bien conclues qu'elles n'avaient commencé. Ouais, mais peut-être pour te couper à bout dans les 20 premières minutes, s'il y a 2-3-0 pour le Real Madrid, ouais, c'est vrai, il n'y a plus de match. C'est vrai. Mais ils ont été plutôt bons. Je les ai trouvés meilleurs que ce à quoi je pouvais m'attendre de Marseille en Ligue des Champions au Bernabeu. Et puis Monaco a eu un trou de 10 minutes, mais de manière générale sur l'ensemble du match. Ils n'ont pas été très bons. Et à l'inverse, j'ai trouvé Bruges peut-être au-dessus, peut-être en surperformance. Est-ce que sur d'autres matchs, ils seront aussi performants? Mais c'est pas une surprise. Bruges, c'est quand même une équipe qui est régulièrement maintenant en Ligue des Champions, qui a affronté un petit peu, qui a appris la compète maintenant et savoir réussir à gagner des points, notamment à domicile. Bon, c'est que le début, mais Monaco a fort à faire, Marseille aussi, et c'est pas fini, et tant mieux. Jean-Gabriel, faut-il s'inquiéter plus pour Marseille ou plus pour Monaco ?
Moi, je pense ni l'un ni l'autre. En fait, on peut avoir un parcours. Je pense à Brest, par exemple, l'année dernière. Personne pensait que Brest aurait fait un parcours de cette qualité. Donc, il y a beaucoup de matchs. Je trouve que le format est assez intéressant aussi. Il y a la possibilité d'avoir des équipes de différents niveaux. Donc moi, je suis assez confiant sur le football français, même si on peut regretter un départ un petit peu décevant de Monaco et de Marseille. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Jean-Gabriel, Abou, c'est vrai que Brest a fait vraiment un parcours exceptionnel la saison dernière. On les attendait pas. Est-ce que, à contrario, Monaco et l'Olympique de Marseille, on attend trop peut-être d'eux? Je ne sais pas si on attend trop. Monaco, faut pas oublier qu'il y a quelques années, ils étaient demi-finalistes. Marseille, c'est un peu plus compliqué, l'histoire récente avec la Ligue des Champions. Je ne suis pas s'il faut être inquiet, mais il faudra gagner les points, prendre des points face aux équipes qui sont prétendument supposées être abordables, en tout cas. Et Monaco a raté déjà le coche à Bruges. Il va y avoir d'autres matchs. Marseille aussi. Il faut pas. Je dirais qu'il ne faut pas forcément attendre des exploits de l'OM. La compétition elle va suivre son cours. On en est qu'au premier match. Il y en a encore 7. Je rappelle juste que le PSG l'année dernière. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, au contraire, en fait, c'est ça. À 3-4 matchs, il était dans la charrette. Il passe c'est sur le dernier match. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude en soi. Marseille-Real, de base, le match. Donc il faut mettre au même niveau Marseille avec le Paris Saint-Germain. Non, c'est 3 points. Non, et le Paris a montré que la compétition, même si on l'abordait mal, on pouvait se retrouver dans les autres phases de la compétition sans trop de mal. Donc, ils ont mal démarré. Ça reste que 3 points. Face au Real Madrid, c'est 3 points qui étaient, entre guillemets, perdus. Et moi, j'ai été agréablement surpris. Et je trouve même que finalement, au vu de la philosophie du match, il y avait quelque chose à aller chercher. C'est vrai. Ils sont rentrés peut-être trop humblement dans cette compétition. La Ligue des Champions, si on y est, il faut la jouer à fond. C'est mon avis. Et non, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que les clubs français, comme Brest l'année dernière, comme Lille aussi, qui ont surpris. Moi, je pense qu'au contraire, ce format-là, il va nous permettre de gagner des points sur d'autres matchs. Le Real, c'est 3 points trop compliqués à récupérer. C'est vrai que s'il n'y a pas le carton rouge, honnêtement, je pense avant le match, on s'attendait à voir Marseille prendre une fessée. Voilà. Donc, bon. J'attends le match de l'OM face à l'Ajax au Vélodrome. Je pense que ça va être autre chose. Ça va être ça, peut-être, leur démarrage. L'Ajax, hormis la demi-finale contre Tottenham, qui perdent depuis, ça va pas trop bien, ni en championnat, ni en Ligue des Champions, ni en Coupe d'Europe de manière générale. Ça va être peut-être le départ pour l'OM. Cette deuxième journée de Ligue des Champions à domicile. C'est ça qui va peut-être donner le rythme et le tempo pour eux et les mettre en confiance, en tout cas démarrer leur. Et je rappelle, avant de te laisser la parole, Malcolm, quand même une info, l'Olympique de Marseille n'a plus gagné son premier match en Ligue des Champions depuis 18 ans. c'est Radio PSG ou C'est une info que je donne. Non, oui, mais après, bon. Comme j'ai dit, Radio Marseille peut-être. Ils n'ont pas beaucoup joué non plus. Non, mais surtout que Marseille, l'Ajax, c'est une équipe que Marseille a déjà battue dans le contexte d'Europa League et dans un match qui était super. On avait quand même Aubameyang qui a fini meilleur buteur de l'Europa League malgré une élimination assez tôt, avant face à l'Atalanta. Donc moi, je pense que Marseille, c'est quand même une équipe qui a construit une équipe qui avait à cœur de bien renforcé défensivement. Qui avait à cœur de revenir en Ligue des Champions, de faire quelque chose parce que pour Aubameyang, c'est peut-être le dernier tour. Il y a d'autres joueurs qui sont venus pour jouer la Ligue des Champions. Je pense que face à l'Ajax, moi, je n'ai pas peur de le dire. L'Ajax, actuellement, comparé à Marseille, c'est plus aussi... c'est en dessous. Victoire, absolument. Donc, les ingrédients qu'ils ont mis face au Real, s'ils les remettent face à l'Ajax, le match, il est plié assez rapidement. Jean-Gabriel, tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Après, je pense que la compétition, elle va réserver quand même pas mal. Encore des surprises. Et de belles surprises, certainement. Des surprises. Et puis, il y a un côté aussi financier qu'il faut aborder parce que ça change complètement la donne, en fait, cette nouvelle phase. Plus tu vas loin et plus tu remportes de l'argent. Exactement. Alors, en tout cas, merci messieurs d'avoir participé à ce petit débat, la petite cerise sur le gâteau. On arrive déjà à la fin. Comme à chaque fois, on fait un dernier tour de table. Jean-Gabriel, merci d'être passé. C'est toujours un plaisir, Farid. Merci. Plaisir partagé. Abou.
Plaisir partagé. Maintenant, toi, t'étais content, on avait un attaquant. Ouais, non, mais moi, téléphone. mais en plus, je m'en souviens un petit peu De Lyon. de ses prestations. Maintenant, il reste le match de ce soir pour Paris. Hein, donc, c'est peut-être pas Radio PSG, mais on va supporter clairement le PSG, hein, même s'ils sont diminués ce soir face à l'OM. Donc, on va pouvoir voir aussi ce que l'OM vaut face à l'équipe B du PSG. C'est pas l'équipe B. Et alors là, j'ai vu. Ce qui est sur le gâteau, si Dembélé prend le Ballon d'Or ce soir, et que le PSG tape l'OM au Vélodrome. J'ai souvenir on laisse d'une la époque. parole, le mot de la fin à Malcolm. J'ai souvenir d'une époque où Marseille dominait. Et Bernard Tapie faisait tout pour que Paris soit aussi au-dessus, enfin à un même niveau pour avoir une ligue compétitive. Aujourd'hui, on n'attend même plus l'appareil parce que voilà, les Parisiens ils sont un peu fort. Un peu fort. Un peu fort en effet. Et donc le mot de la fin. Merci Malcolm d'être passé parmi nous. Franchement, c'était un grand plaisir. Pour une première, j'espère que j'ai pas été très très bon. Voilà, j'essaie de faire comme j'ai pu. Non, on peut le dire. Non, mais voilà, c'était vraiment un vrai plaisir. Merci encore pour l'invitation et j'espère que je peux revenir avec mon plaisir. compère de toujours. Wilfried. Voilà, exactement. Et un de tes joueurs aussi, peut-être. Et peut-être. Pas de souci. Parce que c'était vraiment très intéressant et bravo pour ce que tu fais. Ouais. Et je me doute que tu dois pas dormir souvent, donc récupère de temps en temps, ça peut faire du bien. Voilà, donc l'émission arrive à sa fin. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci donc à Lilian Compan, également au téléphone. Merci à Damien pour la technique, toujours au rendez-vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec le nouveau coach de Chatou, Jordan Bory. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. N'hésitez pas. N'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao. RGB, en direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2. Diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio RGB.